Bien, merci, Monsieur le Président. Merci à chacun des orateurs. Ce sont des auditions importantes pour nous qui sommes les auteurs de ce texte. Alors, on sait hein, on a compris que le traité sur la charte de l'énergie apparaît aujourd'hui de plus en plus et de manière de plus en plus évidente comme un obstacle. C'est un traité qui est hérité du milieu des années 90, lorsqu'on vivait dans un autre monde, une période où l'Union européenne souhaitait, et on pouvait considérer que c'était légitime d'ailleurs à l'époque, protéger les investissements de ces entreprises dans les pays de l'ex-bloc de l'Est, pays dont le système judiciaire était à l'époque toujours considéré comme chancelant. Mais aujourd'hui, c'est un traité qui est devenu, et ça a été dit par Arnaud Zacharie, anachronique. Alors, depuis de nombreuses années, il est utilisé, ça a été dit aussi, comme un moyen pour le secteur de l'énergie fossile de contrevenir aux mesures ou de contester les mesures climatiques qui sont prises par les États, mais aussi, et ça aussi ça a été dit, c'est important, comme une source de revenus, même si c'est contesté par M. Lenz, source de revenus sur le dos des États et donc des contribuables. Alors, pour protéger les investissements des entreprises, le TCE contient une clause d'arbitrage des différends entre investisseurs et États, l'ISDS, qui permet donc aux investisseurs d'attaquer les États, notamment en cas d'expropriation indirecte, soit d'initiative publique ayant pour effet la dépossession, la nationalisation ou l'expropriation. Or, aujourd'hui, de nombreuses entreprises utilisent cette clause pour garantir la pérennité de leurs intérêts financiers face aux mesures de transition climatique. Alors, il y a plein d'exemples. Je vais en prendre quelques-uns. En 2019, les Pays-Bas ont décidé d'interdire progressivement les centrales charbon d'ici 2030. Et le but est évidemment de réduire les émissions carbone et d'opérer cette transition énergétique. Et en réaction, les exploitants de plusieurs centrales, notamment les sociétés allemandes RWE et Uniper, ont attaqué l'État néerlandais en vertu du TCE et lui ont réclamé près de 2,5 milliards d'euros. Et ce n'est pas un cas isolé, puisque au 1er juin 2022, ça a été dit par M. Lenz lui-même, 150 affaires de ce type étaient dénombrées. 50 milliards d'euros de dédommagement ont été obtenus par des entreprises pour des mesures climatiques et sociales prises par les États. Et donc, au-delà de simplement rechercher à récupérer les investissements initiaux, il faut constater, et là aussi c'est un fait, que certaines multinationales exigent très souvent des pouvoirs publics les bénéfices espérés au moment de l'investissement. Et des pays comme l'Espagne ont même subi un phénomène de spéculation qui est encore pire et qui est encore plus inacceptable, puisque des entreprises, voyant que certaines mesures étaient remises en cause par d'autres sociétés, ont attaqué l'État alors qu'elles n'étaient même pas encore actives dans le pays au moment de ces mesures, et ce, tout simplement pour obtenir leur part du gâteau. Et donc, bien plus qu'une simple protection des investissements, le TCE est utilisé, instrumentalisé par certaines grandes entreprises, certaines multinationales, comme un outil de spéculation et, en effet, comme un outil, comme une source de revenus à part entière, source de revenus sur le dos des États et par ailleurs, qu'importe le climat. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'on ne peut pas raisonnablement tolérer. Alors, aujourd'hui, forcément, on le sait, les défis climatiques ils sont énormes. Les efforts à fournir pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris et du Green Deal, ils sont sans précédent. Et en effet, le temps presse. Et ces défis entraîneront des mesures, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, de grande envergure. Et dans le même temps, il a été estimé
que si les États prenaient les mesures nécessaires pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, les sources d'énergie fossile pourraient faire l'objet de litiges jusqu'à 9 milliards de dollars d'actifs. 9 000 milliards de dollars d'actifs. Un coût de 1 300 milliards pour les contribuables a même été estimé pour la période qui nous sépare de 2050 en raison du TCE. Et donc, par la pression qu'il fait peser sur les États, ce traité constitue, à nos yeux, une réelle menace pour toute action d'ampleur en faveur du climat. Et donc, nous plaidons également pour une sortie coordonnée. Je précise enfin qu'à plusieurs égards, ce traité s'avère anachronique, je l'ai dit en début d'intervention. Il était là au départ pour protéger les investissements dans l'ex-bloc de l'Est, et nous voyons qu'aujourd'hui, plus de 60% des demandes d'arbitrage au titre de l'ISDS, eh bien, elles sont formulées à l'encontre de l'Union européenne ou de ses États membres par des investisseurs de l'Union européenne, et donc dans des systèmes judiciaires qui sont bien plus solides que ceux du bloc de l'Est au début des années 90. Alors, depuis le début de cette décennie-là, les années 90, la plus grande partie des arbitrages en matière d'investissement ont été intentés contre des gouvernements affichant en moyenne un niveau relativement élevé de développement démocratique et d'état de droit. Et en outre, le TCE, outre le TCE, les entreprises jouissent d'un grand nombre d'options pour protéger leurs investissements dans le secteur de l'énergie et défendre leurs droits par le biais des tribunaux nationaux, de la Banque mondiale ou encore d'assurances privées. Alors, je le disais, la question de la sortie du TCE relève d'une très haute importance, mais également d'une actualité brûlante. Après une longue période de discussion, ça a été bien expliqué par les intervenants, la modernisation du traité n'a pas répondu aux attentes, qu'une modification décisive ou substantielle de la clause ISDS ou de la clause de survie du traité qui prévoit que ces dispositions restent d'application 20 ans après la sortie d'un État signataire. Ça a été démontré de manière très claire. Ces modifications n'ont pas été obtenues. L'Europe n'a pu soutenir les modifications proposées le 22 novembre 2022 lors de la conférence de la Charte de l'énergie. Et parallèlement, des pays comme la France, l'Espagne, les Pays-Bas, mais également le Parlement européen se sont positionnés en faveur d'une sortie, ça a été dit également. Le 7 février, c'est la Commission européenne, dans un non-paper qui a été évoqué par nos intervenants, qui a jugé que la sortie du TCE était inévitable, et elle a présenté la possibilité d'un retrait coordonné de l'Union européenne, d'Euratom et des États membres du TCE comme l'option la plus adéquate, et je cite l'expression qui avait été utilisée. Alors cette option, elle s'assimile à celle que nous défendons depuis plusieurs années. 8 États membres se sont déjà dit favorables à un retrait. Par le biais de notre proposition, nous souhaitons qu'avec conviction, la Belgique se joigne à ces pays au sein du Conseil européen et appelle les membres qui ne se sont pas encore prononcés à soutenir cette option. Je le répète, les enjeux climatiques et le risque sur les États et les citoyens sont bien trop importants. Alors, j'en viens maintenant à mes questions. J'aurais souhaité d'abord avoir peut-être un retour plus précis de chacun des intervenants. Alors, certains l'ont fait, mais un retour plus précis sur le non-paper de la Commission européenne. Est-ce que, par exemple, vous pouvez nous confirmer que la sortie du TCE, en laissant la possibilité à certains États membres de rester partis, et le retrait de l'UE de ce TCE après l'adoption de la modernisation ne constitue pas des options viables? M. Zacharie a dit que c'était la pire. Est-ce que c'est une opinion qui est partagée par les 3 autres intervenants? Pouvons-nous avoir aussi votre analyse sur le risque que fait planer le TCE sur les mesures du Green Deal européen? Quels sont les risques directs et concrets que vous pouvez identifier? Outre le traité, existe-t-il d'autres accords internationaux présentant une clause ISDS similaire qui serait susceptible d'être utilisée pour contrevenir aux mesures climatiques, environnementales ou sociales des États? Est-ce que vous avez des exemples précis? Vous avez évoqué
la quantité très importante d'accords bilatéraux. Est-ce que vous pouvez être précis sur ce sujet-là? Selon vous, pourquoi le TCE a-t-il été le traité le plus utilisé par les entreprises multinationales pour attaquer les États devant les tribunaux d'arbitrage internationaux? Pourquoi c'est un outil qui est à ce point utilisé? Et puis enfin, est-ce que des mesures de prévention devraient accompagner le retrait coordonné du TCE par l'Europe? Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour engager sans risque, ou en limitant les risques en tout cas, un retrait coordonné? Alors, si la Belgique ne prenait pas position en faveur d'un retrait intercé, sa position sur la scène européenne pourrait-elle être, selon vous, fragilisée compte tenu des prises de position des autres pays en faveur d'un retrait et du fait que la Commission européenne se prépare ou préconise un retrait coordonné, comme l'a souligné Frans Timmermans à la fin 2022. Alors, une question plus particulière pour le professeur Sadler. Vous évoquez le risque qu'en cas de retrait du TCE de l'Union européenne, couplé à un accord intercé visant à neutraliser la sunset clause du traité, les clauses ISDS pourraient encore être activées devant un tribunal international extra-européen à l'encontre d'un État membre. C'est ce que vous disiez. Alors, j'aurais souhaité mieux comprendre ce risque, ou en tout cas la manière dont vous l'identifiez. L'un dans l'autre, nous n'avons pas d'autre solution viable face au traité de la Charte de l'énergie, et donc il nous semble qu'il faut avancer. Mais pensez-vous que d'autres balises peuvent être prévues pour garantir que la clause de survie de 20 ans soit effectivement neutralisée et que cette neutralisation soit pleinement reconnue devant des tribunaux extra-européens? Et voilà, je vais conclure en disant ceci. Je voudrais d'abord saluer le travail d'analyse et la mobilisation de chercheurs, de la société civile et des ONG qui ont réalisé, je trouve, un travail depuis de nombreuses années, un travail soutenu qui a évidemment largement contribué à enrichir et à faire vivre le débat sur un sujet qui était, je trouve, un peu méconnu, et que ces chercheurs, ces organisations ont réussi à mettre en lumière. Et aujourd'hui, je pense qu'il apparaît de manière très claire que le traité de la Charte de l'énergie est devenu un enjeu politique absolument majeur pour toute perspective de transition énergétique viable et durable. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. À nouveau remercier l'ensemble des intervenants pour leur éclairage parfois technique, mais toujours important. Moi, je dirais qu'au terme de cet après-midi d'audition, la position qui est la mienne et qui est celle de mon parti me paraît confortée. Je pense en effet que tant du point de vue des objectifs en matière de transition climatique que simplement du point de vue politico-diplomatique, la seule voie désormais possible, c'est la voie de la sortie coordonnée. Donc nous allons défendre ce texte en espérant qu'il puisse trouver une majorité et puis pousser le gouvernement à prendre les mesures adéquates pour avancer dans cette direction qui est maintenant soutenue majoritairement au niveau européen.